Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 5 octobre, à 6 mois de son ouverture, coup de projecteur ce soir sur le nouveau centre de création Olivier Debré à Tours. Des impôts prélevés à la source, ce sera pour 2018. Quels avantages pour le contribuable? Une question que nous avons posée au ministre du Budget en visite aujourd'hui à Tours. Un bus pour trouver sa formation, c'est l'initiative plutôt insolite trouvée par la région Centre. Objectif pourvoir les 10 000 places restantes en formation sur le territoire. Il fait désormais partie intégrante du paysage en haut de la rue nationale, le centre de création contemporaine Olivier Debré. Imposant par sa taille, impressionnant par son architecture, toujours en travaux, il devrait ouvrir ses portes en mars 2017. En attendant, il a fallu déménager les cartons de l'ancien site près de la gare vers le nouveau. Parmi les 13 salariés, certains travaillent déjà sur place. Visite des lieux avec Sabrina Meloult. Le déménagement est quasiment terminé. Les locaux du CCC rue Marcel Tribut à Tours ont été vidés. À présent, c'est ici, dans ce nouveau bâtiment de 4500 m², le centre de création contemporaine Olivier Debré, que les amateurs d'art, profanes ou connaisseurs, pourront bientôt se déplacer. Nous ouvrons officiellement avec le programme inaugural le 10 mars 2017. Donc ça, c'est le grand rendez-vous officiel. Cependant, 2 autres rendez-vous sont à noter pour le grand public. Premièrement, c'est l'ouverture à partir du 19 octobre du hall d'accueil pour que les gens puissent venir se renseigner, acheter en prévente des tickets ou se munir aussi de leur passe. On a mis au point une offre de passe illimitée qui permettra aux gens et de rentrer comme ils veulent dans le CCC au sein des expositions, mais aussi de faire partie d'un réel programme qui fait vivre le centre d'art. Et donc là, c'est à partir du 19 octobre, du mercredi au samedi, jusqu'à l'ouverture de 14h30 à 18h30. 13 salariés permanents travailleront sur place. Une librairie d'art contemporain gérée par la boîte à livres et un café seront accessibles gratuitement. Au total, 2700 m² d'espace seront dédiés aux artistes internationaux, généralement en milieu de carrière. 3 grands pôles d'exposition, une grande nef en fait qui est le bâtiment ancien à partir duquel les architectes ont travaillé. Donc il y a la nef, il y a la galerie noire, un espace qui permet de faire le noir total, notamment pour des œuvres multimédia. Et enfin la galerie blanche qu'on appelle plus communément le White Cube en fait, qui a cette particularité d'offrir beaucoup de lumière, beaucoup d'espace et de neutralité pour accueillir des projets, notamment des projets de peinture. Le CCCOD prévoit une dizaine d'expositions par an. L'entrée devrait normalement être payante entre 3 et 9 euros. En bref, les communes de la Membrole, Mettray, Rochecorbon et Azay-sur-Cher viennent de signer un protocole concernant le dispositif voisin vigilant. Le principe repose sur une participation citoyenne pour lutter contre les effractions et les vols dans les maisons, notamment en période de vacances. Avec ces 4 communes supplémentaires, le dispositif concerne désormais 31 communes du département d'Indre-et-Loire. Ce sera une année à part. En 2018, les Français changeront complètement de système fiscal en adoptant le prélèvement à la source. Si cette réforme va à son terme, l'impôt sur le revenu sera à ce moment-là directement ponctionné sur les feuilles de salaire ou les pensions des retraités. Un gigantesque chantier. Alors comment cette réforme sera-t-elle mise en place? Quels sont les bénéfices pour les contribuables? Christian Eckert, le secrétaire d'État chargé du budget, était aujourd'hui en visite au Centre des finances publiques de Tours. Florent Clavel. Christian Eckert en mission. À Tours, le secrétaire d'État chargé du budget débutait ce mercredi une campagne de communication à la rencontre des contribuables et des agents des finances publiques. Objectif, convaincre du bien fondé du prélèvement de l'impôt à la source. Le bénéfice, c'est qu'on aura un impôt qui sera immédiatement réactif à tout changement. Changement dans vos revenus. Quand vos revenus baissent, vous avez un enfant, votre taux d'imposition peut changer. Vous partez en retraite, le niveau de vos revenus va changer. Et donc vous paierez systématiquement un impôt en rapport avec votre situation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce prélèvement à la source est prévu le 1er janvier 2018. En pratique, chaque contribuable continuera de remplir sa déclaration d'impôt. Charge ensuite aux entreprises de collecter l'argent tous les mois. Et c'est justement ce qui les inquiète. Leur crainte, une surcharge de travail, donc un coût financier. Christian Eckert se veut rassurant.
Pas de surcoût, au contraire, même un gain de trésorerie pour la plupart d'entre elles, puisque comme les cotisations sociales, le prélèvement à la source, ils vont le conserver sur leur compte en banque jusqu'à ce qu'on vienne le rechercher, c'est-à-dire pour les plus petites entreprises, même les moyennes, au bout de 3 mois. Donc c'est même un gain de trésorerie pour les entreprises. En Indre-et-Loire, 153 000 contribuables sont concernés par le prélèvement de l'impôt à la source. Christian Eckert poursuivra son tour de France par la Lorraine, puis Aix-en-Provence. Politique maintenant, à quelques mois des présidentielles et surtout des primaires de droite, le centre se montre plus que divisé. Seul le MoDem pourrait avoir adopté une position claire, semble avoir adopté une position claire en se rangeant derrière Alain Juppé. Alors quelle place sera réservée aux centristes? Quelles cartes auront-ils à jouer pendant ces primaires? Pour en parler avec nous, Laurent Hénard, président du Parti Radical. Bonsoir. Bonsoir. Alors je l'ai dit, le Parti Radical, je le rappelle, le Parti Radical c'est l'une des composantes de l'UDI, pour ceux qui ne le sauraient pas. L'UDI qui n'a pas encore fait son choix pour ces primaires, même si certains radicaux, donc certains de vos collègues, ont eux une préférence pour Alain Juppé, clairement. À l'UDI en général, quand vous regardez les listes des élus du centre qui ont choisi de parrainer un candidat à la primaire, c'est vrai qu'Alain Juppé est largement en tête. Alors Pourquoi? Parce que c'est le plus à même de rassembler la droite et le centre? Je pense que sur beaucoup d'options, effectivement, par exemple l'équilibre entre la performance économique et la justice sociale, le fait d'avoir la volonté de rassembler plutôt que de plaider la rupture, je crois que c'est des choses qui effectivement parlent plus facilement à l'UDI. Mais je rappellerai que l'UDI a pris une position quand même très claire sur la primaire, qui est de dire nous n'avons pas de candidat et nous ne sommes pas liés par le résultat. Donc on sera indépendant jusqu'au bout, si je puis dire. La question qui va se poser, le Parti Radical va en débattre le 12 octobre, on a un bureau national, on va voter, c'est de savoir si, malgré tout, on fait campagne devant les Français. Et si on estime que la situation du pays est tellement difficile qu'il faut que les Français aillent voter à cette primaire, et pour qui, dans ce cas-là, bien sûr, voter. L'autre option, est-ce qu'elle ne s'appellerait pas Macron, Emmanuel Macron? Après, si... Vous-même, vous avez dit que vous ne seriez pas contre échanger, discuter avec Emmanuel Macron. Oui, globalement, moi, ce que je pense, c'est que demain, après la présidentielle, il faudra une autre alliance que celle qu'on connaît aujourd'hui. Une alternative. Une recomposition politique. Je crois que le niveau atteint par le Front National fait que l'alliance autour du PS, l'alliance autour de LR sont trop petites, trop courtes pour permettre une majorité qui transforme le pays. Qu'est-ce qui plaît tant que ça chez Emmanuel Macron? Mais je pense tout simplement le fait que d'abord il est partant pour recomposer politiquement le paysage, il est prêt à ce que des gens qui aujourd'hui s'opposent, mais que rien sur l'essentiel ne distingue plus, fasse du travail ensemble. Puis deuxièmement, je crois qu'il a montré qu'il avait quand même une forme de courage. On a beaucoup de ministres qui critiquent leur gouvernement et leur président, très peu qui se mettent en accord avec leurs paroles et démissionnent. Il a eu le courage, je dirais, de faire cette mise à jour. Maintenant, il faut regarder ce qu'il va devenir, ce qu'il va dire et s'il va être candidat ou pas. Maurice Leroy, dans le Loir-et-Cher, qu'on connaît bien, lui a choisi de soutenir Nicolas Sarkozy. Ça vous inspire quoi? On sait que Maurice Leroy est depuis longtemps dans l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Je veux dire, donc il est là où on l'attend. C'est pas le sujet. Moi, je pense que le vrai sujet, c'est pas seulement de choisir une personne, c'est de choisir une ligne politique. On voit bien qu'à gauche comme à droite, le vrai débat est entre ceux qui veulent offrir une rupture au pays, on défait ce qui a été fait, on oppose aussi parfois les Français les uns aux autres parce qu'on estime qu'il y en a des bons et des moins bons, et puis de l'autre côté le rassemblement parce qu'on pense que c'est unique, la France passera le gué de la crise économique, sociale, qu'elle combattra le terrorisme et qu'elle retrouvera une place de premier plan en Europe qu'hélas elle a perdue avec François Hollande. Donc réponse le 12 octobre. Réponse le 12 octobre au matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, on va parler emploi et formation, l'une des priorités affichées du président de région, François Bonneau. Car si les demandeurs d'emploi n'ont pas forcément toujours le réflexe de se tourner vers la formation, alors pourquoi elle n'irait pas jusqu'à eux? C'est l'esprit de ce bus de l'emploi et de la formation qui sillonne en ce moment les communes du centre Val-de-Loire. Lancée le 21 septembre dernier, cette initiative ambitionne de pourvoir les 10 000 places restantes en formation sur le territoire. Le bus va parcourir les 6 départements. Première étape aujourd'hui en Indre-et-Loire. Amanda Breuer-Rivera. Une formation, un emploi, c'est la promesse de ce bus stationné aujourd'hui à La Riche. Certains demandeurs d'emploi attendent depuis près d'1 heure pour rencontrer un conseiller. Alors, actuellement, je suis au chômage
et je cherche une formation pour me reconvertir soit dans la vente ou dans le secrétariat. Une formation pour changer de secteur d'activité, pour changer de métier, une formation pour... Grâce au financement de l'État, la région Centre-Val de Loire a augmenté le nombre de places de formation, aidant à retrouver vite un travail. En Indre-et-Loire, certains secteurs peinent à recruter dans certains bassins d'emploi. Il manque par exemple des ouvriers qualifiés dans les bassins de Tours et d'Amboise, des aides à domicile à Tours, Amboise et Loches, des vendeurs à Tours et Chinon ou des restaurateurs à Amboise et Chinon. Toutes ces formations sont proposées selon les besoins des entreprises locales, une formule gagnante pour la région. Tous les ans, on demande à nos stagiaires ce qu'ils sont devenus. Donc on sait très bien qu'on a des taux de réussite qui sont évidemment en fonction des métiers, fonction aussi du niveau de qualification. Quand on est sur des emplois très qualifiés, des formations très qualifiées, il y a plus de chances, mais on tourne autour de 70, et voire des fois au-delà, selon les formations. 70% des gens qui sortent de leur formation ont trouvé un emploi dans les 6 mois. Coût des 32 000 formations, 109 millions d'euros. Plus de la moitié de la somme provient des fonds de la région. L'État y a participé à la hauteur de 35 millions d'euros. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a seulement 10% des demandeurs d'emploi qui bénéficient d'une formation pendant leur période de chômage. Et c'est évidemment beaucoup trop faible. En 2015, il y a eu 500 000 formations qui ont été délivrées dans tout notre pays. Et l'objectif, c'est d'avoir 1 million à la fin 2016. Et je pense que nous y arriverons. Ce bus est une initiative de la région. Son rôle est de rendre accessibles ces formations aux gens éloignés des centres de Pôle emploi. Environ 10 000 places sont encore disponibles. Prochain arrêt du bus, demain à Mont, puis vendredi à Amboise. Il accueille chaque année près d'1,5 million de visiteurs, le domaine de Chambord. Si son château est connu dans le monde entier, l'histoire de sa forêt l'est beaucoup moins. Un programme de recherche scientifique, Solidar, a ainsi voulu se pencher sur ce passé en mettant au service du patrimoine les nouvelles technologies. Il s'agit d'une première en région Centre. Objectif, retracer l'histoire des paysages et de ses peuplements, mais aussi dresser un diagnostic sur l'état des écosystèmes forestiers actuels. Amanda Bruat-Rivera. Nous sommes à 3 km en amont du château de Chambord, aux abords du cours d'eau le Cosson. Cette équipe de scientifiques cherche à découvrir les anciens visages du fleuve durant ces 12 derniers millénaires, soit depuis la fin de la dernière époque glaciaire. Pour ça, les chercheurs doivent prélever des échantillons de terre sous plusieurs mètres de profondeur. Plus la matière est éloignée de la surface, plus elle est ancienne. Creuser est une manière de remonter le temps. L'emplacement des forages a été décidé à l'aide de cette carte qui est le résultat du programme de recherche Solidar. En 2015, 20 hectares de forêt ont été numérisés et transformés en 40 milliards de points virtuels. La particularité de Solidar est de voir à travers la végétation et donc de mettre à nu des micro-variations du terrain invisibles à l'œil nu. Ainsi, cette équipe est assurée de forêt dans un ancien cours du Cosson. Ça, c'est le premier mètre sous nos pieds. Des sédiments argileux principalement. Bon, à venir, on a voilà, la terre végétale qui est là. Des argiles avec des petites portions sableuses. L'argile et le sable confirment que le fleuve a bien fait son lit ici. La question est de savoir à quelle époque. On prélève du matériel pour dater. Donc on va faire des C14 en fait, ou alors de l'ESR, donc de la résonance de spin électronique, pour pouvoir dater ces sédiments. Au total, une dizaine d'échantillons vont être soumis à la datation au carbone 14. Chaque nouvelle donnée affine leur connaissance de l'évolution de la rivière. Un enjeu scientifique, mais pas seulement. Toutes ces études apportent de l'eau au moulin pour monter et connaître toutes les attentes, tant au niveau histoire qu'au niveau archéologie, qu'au niveau touristique. Et on compte beaucoup sur ces résultats d'études. Les nuages de points Solidar profitent aussi à d'autres fouilles sur le site. Le but du domaine est de rendre toutes ces nouvelles connaissances accessibles au public. Elle considère les services publics comme le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est le titre d'ailleurs de sa conférence qu'elle présente ce soir à Tours. Marie-Lise Lebranchu, l'ex-ministre socialiste de la fonction publique, sera notre invitée dans un instant. À tout de suite.